Quand quelqu'un te manque de respect, tu n'as pas besoin de te rabaisser pour montrer ta force. La véritable force se mesure à la façon dont tu contrôles ce que tu ressens, pas à la façon dont tu rends le coup. Le respect ne se réclame pas en criant ni en discutant, il se projette calmement, avec présence, avec maîtrise de soi. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes le pouvoir à l'autre. Chaque fois que tu réponds avec sagesse, tu le récupères. Cette vidéo est pour ceux qui ont déjà compris que tout ne mérite pas une réponse, que la provocation n'est pas un champ de bataille, mais un test de maîtrise de soi. Ici, il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les diriger, de transformer l'impulsion en stratégie, la colère en clarté et l'orgueil en équilibre. Parce que celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa seule sérénité impose déjà le respect. Tout au long de ce chemin, tu découvriras des attitudes qui peuvent être pratiquées dans la vie réelle, même les jours où la patience semble s'épuiser. Du regard qui désarme l'irrespectueux au silence qui coupe plus que n'importe quel mot. De la décision de ne pas expliquer tes motivations à la distance qui préserve ta paix. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu changes les autres, mais à ce que tu deviennes quelqu'un que personne ne peut déstabiliser. Le véritable respect ne se demande ni ne se négocie. Il se reflète dans ton comportement. Et c'est ce que tu apprendras ici. Comment répondre avec sagesse quand le monde essaie de te provoquer? Comment rester calme alors que les autres perdent la leur? Et comment projeter une autorité silencieuse que personne ne peut briser? 1. Regarde calmement. La plupart des gens ne savent pas regarder. Ils observent seulement ce qui leur convient, réagissent à ce qui les blesse et deviennent aveugles lorsque l'orgueil prend le contrôle. Mais quand tu apprends à regarder calmement, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Toute attaque ne mérite pas une réponse et toute provocation ne mérite pas d'attention. Le regard tranquille n'est pas un signe de faiblesse, mais de maîtrise. C'est le geste de celui qui a suffisamment de contrôle sur lui-même pour ne pas se laisser entraîner par le chaos de l'autre. Quand quelqu'un te manque de respect, son intention n'est pas de dialoguer, c'est de te déstabiliser. Il cherche à toucher ton ego, à te voler ta composture, à te faire tomber sur le terrain émotionnel où il a l'avantage. Mais si tu le regardes avec sérénité, si tes yeux restent fermes, sans colère ni peur, tu désarmes sa stratégie. Parce que le calme déconcerte. Celui qui attendait une contre-attaque se retrouve face à un mur de quiétude. Et dans ce silence visuel, tu conserves ce que l'autre perd, le contrôle. Le regard tranquille ne cherche pas à s'imposer, il cherche à comprendre. Il comprend que celui qui agresse, au fond, révèle sa faiblesse. Personne en paix n'a besoin de dénigrer les autres. Personne qui se sent fort n'a besoin de crier pour être entendu. C'est pourquoi regarder calmement est un acte d'intelligence émotionnelle. Il te permet de voir au-delà de l'insulte et de détecter l'insécurité qui l'a provoquée. C'est alors que tu apprends à ne rien prendre personnellement. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu comprends que le problème n'est pas en toi. Cette attitude s'entraîne. Elle n'apparaît pas du jour au lendemain. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Respire, lève les yeux et regarde-le avec ce calme que seuls ceux qui ne cherchent plus à avoir raison possèdent. Que tes yeux transmettent quelque chose de plus fort que n'importe quel mot. Tu ne me contrôles pas. C'est la vraie victoire. Tu n'as pas besoin de prouver ta supériorité, juste ta stabilité. Avec le temps, tu remarqueras que les disputes perdent de leur sens. Que les personnes qui t'irritaient auparavant te semblent maintenant prévisibles. Le regard calme te transforme en observateur plutôt qu'en participant au conflit. Il te donne du temps pour analyser, pour réfléchir, pour agir à partir de la conscience et non de l'impulsion. C'est une barrière invisible qui protège ton énergie et en même temps un signal clair pour le monde. Je ne te prête pas ma paix. Le pratiquer change la façon dont tu affrontes la vie, parce que quand tu apprends à regarder calmement, tu apprends aussi à vivre avec elle. La sérénité devient ton bouclier, l'observation ton arme, et le respect ton reflet naturel. Celui qui maîtrise son regard maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit a déjà gagné. Non pas parce que l'autre a perdu, mais parce que tu n'as plus besoin de gagner pour te sentir en paix.
2. Parle avec le silence. Le silence a un pouvoir que peu de gens comprennent. Dans une société qui crie pour être entendue, se taire est devenu un acte révolutionnaire. Parler avec le silence ne signifie pas se réprimer, cela signifie choisir quand ta voix vaut la peine et quand le bruit ne fait qu'épuiser ton énergie. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, le silence n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Parce qu'à ce moment-là, pendant que l'autre gaspille son contrôle, tu conserves le tien intact. Celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de hausser la voix. Son calme parle pour lui. Son regard, sa posture, sa respiration lente, tout communique une force que l'agresseur ne peut pas comprendre. Le silence déstabilise car il laisse l'autre seul avec son propre écho. Sans contrepoids, ses paroles tombent à terre sans effet. Ce qu'il espérait être une guerre verbale devient une scène inconfortable où seul l'un se décompose, celui qui ne savait pas se taire. Il y a des moments où la meilleure réponse n'est pas une phrase parfaite, mais une absence de celle-ci. Le silence sage ne cherche pas à avoir le dernier mot, il cherche à maintenir le dernier calme. Parce que lorsque tu entres dans la dynamique de te justifier ou de te défendre contre quelqu'un qui n'écoute pas, tu perds. Personne ne gagne en discutant avec quelqu'un qui veut juste avoir raison. C'est pourquoi les stoïciens disaient que le sage parle peu, et quand il le fait pour construire, pas pour détruire. Pratiquer le silence n'est pas facile. L'esprit veut répondre, veut attaquer, veut prouver que tu n'es pas faible. Mais c'est justement là que se trouve la leçon. L'impulsion de répondre est un piège de l'ego. Le silence est le rappel que tu n'as rien à prouver. Tu es le maître de tes mots parce que tu sais quand les utiliser et quand les garder. Cela ne fait pas de toi un lâche, cela fait de toi une personne sélective. Quand tu apprends à parler avec le silence, tu changes le rythme de l'affrontement. L'autre attend une réaction, une réplique, une insulte, quelque chose qui confirme son pouvoir sur toi. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est ton calme, et cela le désarme. À ce moment-là, tu comprends que le respect ne s'impose pas par la force, mais par la présence. Parce que le silence ferme ne se sent pas vide, il se sent solide. Imagine une dispute. Deux personnes élèvent le ton. Les mots se croisent comme des flèches. Soudain, l'une d'elles se tait, non pas par peur, mais parce qu'elle a décidé de ne plus jouer. L'atmosphère change. L'autre reste exposé, révélant son manque de contrôle. C'est ce que fait le silence. Il reflète le déséquilibre de l'autre et réaffirme le tien. C'est une façon de dire, sans le dire, je ne vais pas entrer dans ton chaos. Le silence ne sert pas seulement à te protéger des autres, il te permet aussi de t'écouter. Dans ces secondes où tu décides de ne pas parler, tu écoutes ta respiration, ton pouls, ta pensée. Et là, tu découvres ce qui compte vraiment. Pas l'offense, pas la provocation, mais ta capacité à rester centré. C'est la différence entre réagir comme n'importe qui et répondre comme quelqu'un qui se connaît. Le silence n'a pas besoin d'applaudissements ni de témoins. Sa force réside dans son invisibilité. Alors que les autres s'épuisent à essayer de s'imposer, tu te renforces sans bouger un muscle. C'est ça, parler avec le silence, communiquer depuis la tempérance, enseigner sans corriger, s'imposer sans dominer. Souviens-toi de ceci. Celui qui te crie dessus cherche ton attention, pas ta réponse. Si tu lui donnes du silence, tu lui refuses ce qu'il désire le plus, ton énergie. Et là, tu gagnes. Parce que celui qui sait se taire au bon moment démontre que tout le monde ne mérite pas sa voix. 3. Explique-moi. Le besoin d'expliquer tout est l'une des formes les plus subtiles de faiblesse. Chaque fois que tu justifies tes décisions devant quelqu'un qui ne les apprécie pas, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Trop expliquer, c'est vouloir convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. C'est chercher l'approbation là où elle n'existe pas. Et dans cette tentative désespérée de démontrer tes raisons, tu finis par diluer ta force. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin d'expliquer chaque pas qu'il fait. Il agit simplement. Et ses résultats parlent pour lui. Nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, surtout, même sur ta vie. On te dit ce que tu devrais faire, comment tu devrais te sentir, pourquoi tes choix ne sont pas les bons.
Mais il y a quelque chose qui distingue un esprit fort d'un esprit dépendant. La capacité de garder le silence lorsque le monde exige une justification. Tu ne dois pas d'explication à celui qui n'est pas prêt à écouter avec respect. Ta tranquillité n'a pas besoin de défense. Expliquer moins n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocontrôle. C'est savoir que ton énergie est limitée et qu'il ne vaut pas la peine de la gaspiller en essayant de convaincre celui qui veut seulement débattre par ego. Chaque explication que tu donnes à une personne fermée est une reddition déguisée en gentillesse. La prochaine fois que tu ressens le besoin de te justifier, fais une pause. Demande-toi si cette explication naît du désir de partager ou de la peur d'être mal interprétée. Si c'est la deuxième option, garde le silence. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Le stoïcisme enseigne que ce que tu contrôles, c'est ton intention, pas l'interprétation des autres. Tu peux parler clairement, agir de manière cohérente, mais tu ne peux jamais contrôler comment les autres recevront tes mots. Certains ne cherchent qu'à trouver des défauts, d'autres cherchent à te blesser sous le déguisement de l'intérêt. C'est pourquoi expliquer moins n'est pas un détachement émotionnel. C'est une protection psychologique. C'est choisir de prendre soin de ton esprit plutôt que de satisfaire la curiosité des autres. Lorsque quelqu'un te questionne avec sarcasme, avec un ton moqueur ou avec mépris, regarde-le calmement et réponds avec l'essentiel. Si on te demande pourquoi tu t'es éloigné, dis simplement « Cela ne me fait pas de bien ». Si on te demande des raisons pour tes limites, réponds « J'en ai besoin ». Bref, ferme, réel. Ne nourris pas les discussions avec des discours. La clarté tranche plus que 1000 arguments. Et lorsque tu apprends à le faire, tu découvres que les gens commencent à te prendre au sérieux, non pas parce que tu expliques plus, mais parce que tu parles moins. Chaque explication inutile ouvre la voie à la manipulation. Celui qui cherche à te dominer le fait à travers tes mots. Plus tu parles, plus tu donnes d'informations sur ce qui t'affecte, ce que tu crains, ce qui t'importe. C'est pourquoi le sage mesure ses mots comme un guerrier mesure sa respiration avant un coup. Il ne réagit pas, il répond. Il ne se justifie pas, il se maintient. Apprendre à expliquer moins n'est pas seulement une compétence sociale, c'est une façon de vivre. Cela te libère du poids des opinions et t'ancre dans ton authenticité. Tu commences à agir par conviction, non par validation. Et avec le temps, tu remarques quelque chose de curieux. Plus tu expliques moins, plus ta parole est respectée. Ta cohérence devient ton argument. Tes limites deviennent ta réponse. Alors laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Tu n'es pas ici pour éclaircir chaque malentendu, ni pour convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Tu es ici pour vivre avec un but, avec calme, avec fermeté. Le respect que tu cherches ne viendra pas de tes explications, il viendra de ton comportement. Et quand tu y parviens, tu comprends que la véritable force ne réside pas dans le fait de dire plus, mais dans le fait de savoir quand il n'est plus nécessaire de dire quoi que ce soit. 4. Éloigne-toi sans culpabilité. Il y a des moments où rester est une forme d'autodestruction. Rester dans des endroits où tu n'es pas respecté, où ta paix s'érode petit à petit, est une façon silencieuse de te perdre. S'éloigner ne signifie pas toujours abandonner. Parfois, c'est la décision la plus courageuse que tu peux prendre. Mais beaucoup ne le font pas, non pas par manque de force, mais par culpabilité. Ils pensent que partir les rend égoïstes, alors qu'en réalité cela les libère. S'éloigner sans culpabilité, c'est comprendre que tu n'as pas l'obligation de tout supporter. Tu n'es pas responsable de guérir ce que l'autre ne veut pas changer, ni de maintenir des liens qui se nourrissent de ton épuisement. C'est une attitude qui naît de l'amour de soi, pas de l'orgueil. Cela signifie reconnaître que ta paix vaut plus que l'habitude, que ta dignité n'est pas négociable et que ton énergie ne peut plus être drainée par ceux qui ne savent pas en prendre soin. Le stoïcisme enseigne que la vertu est de vivre en accord avec la nature, et cela inclut de s'éloigner de ce qui te rend malade. La vie n'est pas une résistance infinie, c'est un équilibre. Et une partie de cet équilibre consiste à savoir quand se retirer. Pas avec ressentiment, mais avec sérénité.
pas avec haine, mais avec lucidité. S'éloigner calmement est une démonstration de pouvoir intérieur, car cela montre que tu ne cherches plus à gagner, mais à conserver ton centre. Lorsque tu décides de le faire, l'environnement réagit. Certains te blâmeront, d'autres te traiteront de froid, ils pourront même te faire sentir que tu abandonnes. Mais cela ne doit pas te troubler. La culpabilité qu'ils essaient de t'imposer n'est pas la tienne. C'est le reflet de leur malaise face à ta liberté. Les gens qui bénéficient de ta présence célèbrent rarement ta distance. C'est pourquoi tu dois apprendre à fermer des portes sans remords, sachant que celui qui te valorise vraiment ne t'oblige pas à rester à tes dépens. S'éloigner sans culpabilité implique aussi le silence. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, ni de le justifier, ni de le dramatiser. Agisse simplement. Fais un pas en arrière et observe comment l'énergie commence à s'organiser. Parce que lorsque tu te retires de ce qui ne te valorise pas, l'univers interprète ce mouvement comme un signe de respect envers toi-même. Et lorsque tu te respectes, la vie commence à le faire aussi. Ne confonds pas la paix avec la fuite. La paix se construit à partir de la clarté. La fuite à partir de la peur. S'éloigner sans culpabilité n'est pas fuir, c'est choisir. C'est regarder une situation avec froideur et dire « il n'y a plus de croissance ici ». Et cette phrase, bien qu'elle fasse mal, te redonne le contrôle. Parce que personne ne peut te forcer à rester là où tu ne te sens plus libre. Avec le temps, tu comprendras que l'acte de t'éloigner n'élimine pas ce que tu as vécu. Il t'apprend simplement à lâcher prise sans rancune. Tu apprends que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées et que la dignité n'est pas criarde, elle agit. Tu te rends compte que la véritable maturité n'est pas de tout résister, mais de savoir quand une étape est terminée. Et quand tu y arrives, quelque chose change en toi. Tu ne te sens plus lourd à la fin des cycles, tu te sens soulagé. Alors, si tu sens que tu soutiens l'insoutenable, lâche prise. N'attends pas l'approbation de personne. Celui qui comprend ta distance te respecte. Celui qui ne le fait pas te révèle sa véritable place dans ta vie. Marche calmement, sans regarder en arrière, car celui qui part sans culpabilité ne perd pas, il se récupère. Et ce retour à toi-même vaut plus que toute excuse tardive ou affection conditionnelle. S'éloigner sans culpabilité est le début de ta liberté émotionnelle. 5. Garde ta posture. Quand le respect est mis à l'épreuve, la posture dit tout. Tu n'as pas besoin de crier pour imposer ta présence, ni de céder pour maintenir la paix. Garder ta posture n'est pas de la rigidité, c'est de la cohérence. C'est te soutenir même lorsque l'environnement cherche à te plier. C'est ce point où le calme devient pouvoir, où ton silence se transforme en une déclaration qui dit « Tu ne vas pas me sortir de mon centre ». Dans les moments de tension, la plupart se brisent en cherchant l'approbation ou se perturbent en cherchant le contrôle. Mais la véritable force se démontre lorsque tu peux rester debout au milieu du chaos, sans perdre ta contenance ni ta direction. Cette posture physique et mentale non seulement protège ta dignité, mais communique aussi une vérité profonde. Rien d'extérieur ne peut te dominer si tu ne le permets pas. Le corps ferme, le regard serein et le ton posé envoient un message clair. Tu décides comment agir, pas les émotions de l'autre. Le stoïcisme enseignait que le caractère se forge dans la résistance, pas dans le confort. Et garder ta posture, c'est exactement cela, résister sans ressentir. Il ne s'agit pas de durcir, mais de maintenir ton équilibre. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il le fait pour te tirer à son niveau. Si tu réagis avec colère, il réussit. Si tu restes stable, il se désarme. Parce qu'il n'y a rien de plus déconcertant qu'une personne qui ne perd pas son axe, même quand tout autour d'elle essaie de le briser. Imagine une dispute où l'autre élève la voix, croise les bras, lance des accusations. Toi, en revanche, tu restes ferme, non par fierté mais par contrôle. Tu ne recules pas, tu ne t'agites pas, tu n'expliques pas trop. Tu te tiens simplement. Cette posture ne cherche pas à s'imposer, elle cherche à se préserver. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui vit sur la défensive et celui qui vit avec un but. Garder la posture signifie aussi ne pas te trahir pour plaire. Souvent, nous cédons dans ce que nous croyons juste pour éviter le conflit. Mais chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus. La cohérence est une forme de respect de soi.
Si tu sais que quelque chose ne va pas, ne l'accepte pas juste pour maintenir l'harmonie. La paix qui s'achète avec soumission finit toujours par ressentiment. Il vaut mieux un silence inconfortable qu'une concession qui te fait te sentir petit. Ne confonds pas garder la posture avec être inflexible. La fermeté n'exclut pas l'empathie. Tu peux écouter, comprendre et te maintenir en même temps. La clé est de ne pas perdre ton centre émotionnel. Quand tes décisions sont alignées avec tes valeurs, la posture se soutient toute seule. Tu n'as pas à feindre la force, parce que la force vient de la conviction. Et quand tu vis avec conviction, tu n'as pas besoin de défendre ta position à chaque fois. La cohérence parle pour toi. Dans les moments les plus difficiles, ta posture est la seule chose qui te reste. Quand les mots échouent et les liens s'usent, la façon dont tu te tiens debout définit ton essence. Peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils essaient ou ce que tu perds dans le processus. Ce qui compte vraiment, c'est de ne pas te perdre toi-même. Garde ta posture même quand le sol tremble, parce que cette fermeté ne te soutient pas seulement devant les autres. Elle te rappelle aussi qui tu es. Et quand quelqu'un voit que tu ne te plies pas, que ton calme n'est pas une faiblesse mais une discipline, il comprendra qu'on ne joue pas avec toi. Le respect que tu mérites ne se mendie pas, il se projette. Et la meilleure façon de le projeter est de rester debout, en paix, la tête haute et la conscience claire. 6. Protège ta paix. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à provoquer une réaction. Ils te provoquent, te poussent à bout, ils lancent des mots calculés pour que tu exploses. Et là, juste quand tu tombes dans leur jeu, ils gagnent, parce que tu perds ce que tu as de plus précieux, ta paix. Ce n'est pas la situation qui te détruit, mais la façon dont tu décides de l'affronter. Protéger ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre émotionnellement dans un monde où tout te pousse à réagir. La paix ne se défend pas avec des cris ou des arguments, elle se défend avec des limites. Ces limites qui ne sont pas toujours annoncées, mais qui se font sentir. C'est cette décision silencieuse de ne pas répondre à ce qui ne mérite pas de réponse, de ne pas participer à des conversations vides, de ne pas entrer dans des batailles où la victoire signifie seulement l'épuisement. Apprendre à protéger ta paix est un art, et comme tout art, il nécessite de la discipline. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut nuire à ton esprit si tu ne le permets pas. Et c'est ça, protéger ta paix, prendre soin de l'espace où habite ton esprit. Les gens peuvent parler, critiquer, se moquer ou essayer de te manipuler, mais si tu ne leur donnes pas accès à ta tranquillité, ils ne peuvent pas te toucher. Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles comment cela t'affecte. Chaque provocation est une invitation au chaos, et ta tâche est de décider si tu acceptes ou non. Protéger ta paix signifie aussi renoncer au rôle de sauveur. Tu ne peux pas tout arranger, tu ne peux pas porter les émotions de tout le monde. Il y a ceux qui préfèrent le drame, parce qu'il leur donne un sens. Et si tu t'approches trop, tu finiras par vivre dans leur tempête. Garder ta distance n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène émotionnelle. C'est savoir quand offrir de l'aide et quand te retirer pour ne pas te perdre. Il n'est pas nécessaire que tout le monde comprenne tes décisions. Il y aura ceux qui diront que tu as changé, que tu es devenu froid ou distant. Laisse-les parler. Celui qui vit dans le désordre critiquera toujours celui qui choisit la tranquillité. Mais la vérité est que protéger ta paix ne te rend pas moins humain, cela te rend plus sage. Parce que tu as appris qu'on ne peut rien construire de stable à partir du déséquilibre. Il y a des batailles qui se gagnent non pas en luttant, mais en s'éloignant. Apprendre à ne pas répondre à chaque provocation est l'un des signes les plus clairs de maturité émotionnelle. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le conflit, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu te retires sans ressentiment, tu montres au monde que tu n'es pas disponible pour sa toxicité. C'est la vraie victoire. Rester en paix quand tout autour essaie de te perturber. Protéger ta paix implique aussi de revoir ce que tu consommes, avec qui tu parles, ce que tu tolères. Ton environnement façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Si tu t'entoures de bruit, tu finis par penser au bruit. C'est pourquoi choisis consciemment tes environnements, tes conversations, tes liens. La paix ne se trouve pas, elle se cultive. Et pour la cultiver, tu dois être sélectif.
Souviens-toi de ceci. Le calme n'est pas l'absence de bruit, c'est la capacité de rester serein au milieu de celui-ci. Et quand tu arrives à ce point, rien d'extérieur ne peut te briser. Tu deviens quelqu'un d'imprévisible, impossible à manipuler. Parce que celui qui maîtrise sa paix, maîtrise sa vie. Alors ne te sens pas coupable de poser des limites, de garder le silence ou de t'éloigner. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'auto-soin. Protéger ta paix, c'est protéger ton esprit, ton énergie et ton équilibre. Et celui qui parvient à les maintenir intacts, même au milieu du chaos, a atteint une forme de pouvoir que peu comprennent et que personne ne peut lui enlever. 7. Maîtrise ton esprit. Ton plus grand ennemi n'est pas celui qui t'offense, mais ce que ton esprit fait de cette offense. Les paroles des autres peuvent être dures, mais ce qui te blesse vraiment, c'est la façon dont tu les interprètes. Lorsque tu laisses ton esprit courir librement, imaginer, répéter, déformer, tu perds le contrôle. L'insulte est déjà passée, mais tu continues à la revivre encore et encore. Maîtriser l'esprit ne signifie pas l'éteindre, mais lui apprendre à ne pas réagir à tout. C'est l'art de garder le gouvernail ferme lorsque les émotions veulent faire échouer le navire. Chaque fois que quelqu'un essaie de te manquer de respect, ton esprit s'active comme un champ de bataille. La fierté crie, réponds-lui. L'ego exige, ne te laisse pas faire. Mais l'âme, si tu l'écoutes, murmure, ne tombe pas. La maîtrise mentale commence à cet instant. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le diriger. La colère peut être une force utile si tu sais comment la canaliser. Mais si tu la laisses prendre le dessus, elle devient un saboteur. L'esprit indiscipliné réagit, l'esprit entraîné choisit. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les faits, seulement tes jugements sur eux. Et c'est là la liberté que peu de gens comprennent. Tu peux vivre dans un environnement plein de provocations et rester maître de toi-même. Ce qui te brise n'est pas ce qui se passe, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui se passe. Si tu te répètes « il m'a manqué de respect », tu ressentiras de la colère. Si tu te dis « il m'a montré son niveau », tu te sentiras puissant. Les mots que tu choisis pour penser sont ceux qui définissent ton état intérieur. Maîtriser l'esprit ne se fait pas en lisant des phrases motivantes, mais en pratiquant. Commence par des petites choses. Quand quelque chose te dérange, ne réagis pas immédiatement, respire. Observe comment ta pensée s'accélère. Regarde-la comme si elle n'était pas la tienne. Demande-toi, cela vaut-il mon énergie? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. À ce moment-là, le pouvoir revient à toi. Tu n'es plus la victime de tes impulsions, tu es le commandant de ton intérieur. Contrôler l'esprit signifie aussi arrêter de nourrir des pensées inutiles. Plus tu penses à l'offense, plus tu la renforces. Plus tu en parles, plus tu lui donnes de l'espace. Les gens forts n'ignorent pas ce qu'ils ressentent, mais ils ne lui donnent pas non plus un autel. Ils l'analysent, le comprennent et le lâchent. Parce que la véritable maîtrise ne se voit pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu décides de ne pas faire. Lorsque tu réussis à maîtriser ton esprit, le respect des autres cesse d'être essentiel. Tu ne dépends plus de la façon dont on te traite pour maintenir ton équilibre. Si quelqu'un t'admire, tu remercies. Si quelqu'un t'insulte, tu souris. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu sais qu'aucun mot ne définit qui tu es. Tu as cessé de vivre comme une marionnette des émotions et tu deviens l'observateur qui dirige son propre scénario. Ne t'attends pas à ce que ce contrôle arrive rapidement. C'est une bataille quotidienne contre les pensées automatiques, les vieilles blessures et les désirs de vengeance. Mais chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu gagnes du terrain. Chaque fois que tu décides de penser avant de parler, tu renforces ta force intérieure. Et vient un jour où rien de l'extérieur ne parvient à perturber ta paix. Maîtriser ton esprit est la forme la plus élevée de respect de soi. Parce que lorsque tu contrôles ce que tu penses, tu contrôles comment tu vis. Le monde peut être bruyant, les gens peuvent être cruels, mais tu restes maître de toi-même. C'est la véritable liberté, quand rien ni personne n'a de pouvoir sur ta tranquillité intérieure. Et celui qui atteint cela n'a pas besoin de le prouver. Sa seule présence irradie déjà une autorité silencieuse. Oui, sois l'exemple du respect. Il n'y a pas de manière plus puissante d'enseigner le respect que de l'incarner. Celui qui crie pour l'imposer ne l'a pas.
Celui qui exige de l'attention la perd. Mais celui qui agit avec dignité inspire sans effort. Être l'exemple du respect ne consiste pas à corriger les autres, mais à devenir un rappel silencieux de la manière dont une personne qui se respecte elle-même doit se comporter. C'est marcher avec tempérance même lorsque l'environnement est plein de provocations. C'est garder son calme lorsque tout le monde perd le contrôle. Le respect n'est pas un masque que tu mets devant les autres, c'est une cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Quand tu vis avec cette cohérence, les gens le perçoivent. Tu n'as pas besoin de le dire. Tes limites se remarquent, ta sérénité se ressent, ton énergie s'impose. Non pas parce que tu cherches à dominer, mais parce que tu projettes l'équilibre. C'est la différence entre celui qui cherche le respect et celui qui l'incarne. L'un l'exige, l'autre l'émane. Être l'exemple du respect implique aussi d'avoir le courage de ne pas te rabaisser à celui qui t'offense. Si quelqu'un t'insulte, tu n'as pas besoin de répondre de la même manière. Au contraire, ton calme le désarme, ta maturité l'expose. Celui qui reste calme face au manque de respect démontre une supériorité qui n'a pas besoin d'être dite. Je ne parle pas de se sentir supérieur à quiconque. Je parle d'être à un niveau différent de conscience. Celui qui maîtrise son caractère n'a pas besoin de gagner des discussions, car il a déjà gagné en se contrôlant. Dans un monde où tout le monde réagit, tu choisis de répondre avec présence. Et cela, bien que cela puisse sembler simple, est un acte de rébellion. La société t'enseigne que la force se démontre en rendant coup pour coup, mais la véritable force se démontre lorsque tu peux rester calme, regarder dans les yeux celui qui essaie de te briser, et rester toi-même. Ce contrôle est du pouvoir pur. Pas le pouvoir qui écrase, mais celui qui inspire le respect naturel. Être l'exemple du respect signifie aussi traiter les autres avec la même dignité que tu exiges. Ne tombe pas dans l'arrogance de croire que le calme te rend supérieur. Le véritable respect s'étend même à ceux qui ne le comprennent pas. Il ne s'agit pas de justifier le manque d'éducation, mais de ne pas te contaminer avec. Quelqu'un avec le contrôle émotionnel ne cherche pas la vengeance, il cherche l'équilibre. Si l'autre agit avec arrogance, tu agis avec fermeté. Si l'autre blesse, tu marques la distance. C'est du respect pour toi et pour l'autre. Souviens-toi, les gens ne suivent pas les discours, ils suivent les exemples. Tu peux parler de sérénité toute la journée, mais si tu perds le contrôle, au premier commentaire offensif, ton message se dissipe. En revanche, lorsque tu agis avec calme, même tes détracteurs se taisent. Parce que personne ne peut discuter avec quelqu'un qui ne répond pas depuis son ego. Ce silence dérange, mais il enseigne aussi. C'est un miroir qui oblige les autres à se confronter à leur propre désordre interne. Avec le temps, tu verras que le respect que tu projettes transforme ton environnement. Les gens commencent à mesurer leurs mots avec toi, non pas parce que tu les menaces, mais parce que ta présence exige de la considération. Non pas par peur, mais par reconnaissance. Et c'est là le secret. Le respect ne se demande pas. Il se gagne lorsque tu démontres que tu es capable de maintenir ta paix même face à la provocation. Être l'exemple du respect, c'est devenir un phare au milieu du bruit. Alors que les autres perdent la tête, tu gardes le contrôle. Alors que les autres cherchent à avoir raison, tu choisis d'avoir la paix. Et lorsque tu vis ainsi, tu deviens un point d'équilibre pour ceux qui t'entourent. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu maîtrises l'art le plus difficile de tous, rester fidèle à toi-même. Peu importe comment on te traite. C'est le respect le plus élevé qui existe. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Réveille-toi. Personne ne va te sauver de ton propre esprit, ni des excuses qui t'ont maintenu faible. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été, et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu arrêteras de perdre du temps à te battre contre l'inévitable. Le problème n'est pas le chaos que tu affrontes, mais la fragilité avec laquelle tu le regardes.
Tant que tu continueras à attendre que le monde s'adapte à ton confort, tu resteras un prisonnier. Le stoïcisme n'est pas un réconfort agréable, c'est une discipline pour ceux qui en ont marre de vivre à la merci de l'extérieur. Marc Aurèle l'a compris même en étant empereur. Il pouvait gouverner un empire, mais pas le destin. Épictète est né esclave, et pourtant il a été plus libre que beaucoup d'hommes puissants, parce que personne ne pouvait dicter ce qu'il pensait, ni comment il faisait face à l'adversité. Ils ont découvert ce que nous avons presque oublié aujourd'hui. La vraie force ne s'obtient pas en dominant les autres, mais en se dominant soi-même. Nous vivons entourés d'opinions qui nous blessent, de pertes que nous n'avons pas choisies, d'émotions qui éclatent sans contrôle. On nous a fait croire que notre paix dépend de l'approbation des autres, du succès, du fait que tout se passe comme prévu. Et c'est là l'erreur. Tu ne perds pas parce que la vie est dure. Tu perds parce que tu confies ta sérénité à des choses que tu ne contrôles pas. Cette vidéo ne cherche pas à te faire sentir à l'aise, elle cherche à te réveiller. Tu n'es pas ici pour écouter de jolies phrases, mais pour comprendre que tant que tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, tu continueras à dériver, à réagir comme une victime à chaque coup. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais si tu veux une vraie liberté, tu devras la gagner de l'intérieur. Si tu cherches une sortie rapide, tu ne la trouveras pas ici. Mais si tu en as marre de dépendre de tout et de tout le monde pour être en paix, écoute. Parce que ce qui suit n'est pas de la théorie. Ce sont des armes mentales pour retrouver ta souveraineté intérieure et cesser d'être l'esclave de ce que tu ne peux pas contrôler. 1. Renforce ton esprit au réveil. Le premier ennemi que tu affrontes chaque jour n'est pas à l'extérieur, il est dans ton propre esprit. À peine ouvres-tu les yeux, le monde te demande déjà messages, tâches en attente, soucis, opinions. Si tu laisses tout cela être la première chose qui entre dans ta tête, tu as déjà perdu la bataille avant même de te lever. C'est pourquoi les stoïciens accordaient tant d'importance au moment du réveil. Ils le voyaient comme un terrain sacré, l'instant où tu décides qui gouverne ta journée, toi ou le chaos. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler que le monde pouvait être injuste, qu'il rencontrerait des personnes difficiles, que le destin ne serait pas toujours clément. Il ne le faisait pas pour se décourager, mais pour blinder son esprit dès le départ, pour sortir préparé. Pense à ceci. Si l'homme le plus puissant de l'Empire avait besoin de former son esprit au réveil, pourquoi crois-tu que tu peux commencer la journée sans le faire? Renforcer ton esprit au réveil signifie qu'avant de toucher le téléphone, avant de regarder les réseaux sociaux, tu choisis de maîtriser ta pensée. C'est un acte de discipline et de respect de soi. Il ne s'agit pas d'avoir une routine parfaite, il s'agit d'assumer que les premières minutes de ta journée sont le moment où tu décides si tu vas réagir comme n'importe qui ou si tu vas bouger comme quelqu'un qui a un but clair. Quand tu te réveilles, assieds-toi en silence pour un instant. Demande-toi, qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas? Cette simple question est une ancre. Elle te rappelle que tu ne peux pas contrôler l'attitude des autres, ni le trafic, ni les imprévus. Mais tu peux contrôler ta réponse, ton effort et ton caractère. Cette clarté est un bouclier contre le désordre émotionnel. Le réveil est aussi le moment parfait pour visualiser les défis de la journée. Non pas comme une liste de menaces, mais comme une opportunité d'entraînement mental. Le stoïcisme enseigne que les obstacles ne sont pas des punitions, mais des épreuves pour polir le caractère. Si chaque matin tu anticipes le défi et l'acceptes à l'avance, tu réduis l'impact de la frustration et augmentes ta résistance. Par exemple, si tu sais que tu vas affronter quelqu'un qui a tendance à te provoquer, reconnais à l'avance que cette personne agira comme toujours et décide de ne pas lui donner le contrôle sur ton humeur. C'est aussi simple que ça de commencer à être plus fort que ton environnement. Cette habitude n'est pas seulement un exercice mental, c'est un changement d'identité. C'est arrêter de se réveiller en victime et commencer à se réveiller en leader de son propre esprit. Avec le temps, tu remarqueras que ton calme ne dépend pas de si la journée apporte de bonnes ou de mauvaises nouvelles, parce que tu as déjà décidé d'être maître de ta réaction. Chaque matin est un terrain d'entraînement silencieux, un espace qui te prépare à supporter le bruit du monde sans te briser. Ne sous-estime pas cet instant.
Si tu n'es pas capable de te gouverner en ouvrant les yeux, tu seras gouverné par tout ce qui vient après. Alors demain, quand tu te réveilleras, rappelle-toi que ta première tâche n'est pas de regarder l'horloge ni les notifications. C'est de renforcer ton esprit et de sortir du lit comme quelqu'un qui a déjà gagné sa première bataille. 2. Accepte ce que tu ne contrôles pas. La souffrance la plus épuisante ne vient pas de ce que tu vis, mais de la résistance à l'accepter. Nous passons notre vie à lutter contre des choses qui ne sont pas entre nos mains. Le climat qui ruine un plan, l'injustice de quelqu'un qui nous trahit, l'opinion d'autrui que nous ne pouvons pas changer, même le passage du temps qui nous vole ce que nous aimons. Nous croyons que résister est un signe de force, mais en réalité, c'est la chaîne la plus lourde que nous traînons. Les stoïciens ont compris que la véritable force ne réside pas dans le contrôle du chaos, mais dans le lâcher-prise de l'illusion que tu peux le faire. Épictète l'a bien dit. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles. Cette courte phrase désarme des siècles de souffrance inutile. Tu n'es pas détruit par la perte, mais par ton jugement sur celle-ci. Ce n'est pas la critique des autres qui te brise, mais la valeur que tu accordes à ces mots. Accepter ce que tu ne contrôles pas n'est pas se rendre ni se conformer. C'est reconnaître que ton énergie est finie et que la gaspiller en luttant contre l'inévitable ne fait que t'affaiblir. Le contrôle que tu crois avoir sur le monde est fragile. Il suffit d'un coup du sort pour te montrer combien tu es petit. L'acceptation est en réalité un acte d'orgueil inversé. C'est comprendre que tu n'es pas le centre de l'univers et que l'univers ne s'arrêtera pas pour tes caprices. Pense à combien de fois ta colère, ton anxiété ou ta tristesse se sont nourries de l'attente que quelqu'un change, que la vie soit juste ou que les choses se passent comme tu l'avais prévu. Cette lutte constante est comme frapper l'eau. Tu ne fais que te fatiguer et tu n'obtiens rien. Le stoïcien, en revanche, dirige son énergie vers la seule chose qu'il peut changer, son jugement, son attitude et sa réponse. Quand tu apprends à accepter ce que tu ne contrôles pas, tu libères de l'espace dans ton esprit. Le bruit diminue et le calme devient possible. Cela ne signifie pas que tu deviens indifférent ou passif. Cela signifie que tu choisis tes batailles. Peux-tu changer l'opinion de quelqu'un qui a déjà décidé de te détester? Non. Peux-tu contrôler la maladie qui est arrivée soudainement? Pas toujours. Peux-tu contrôler ta réaction, ta persévérance et ton courage? Oui, et c'est là que doit aller ton effort. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour se rappeler que l'univers est plus grand que ses désirs et que rien de l'extérieur ne peut lui enlever sa dignité s'il ne le permet pas. C'est l'essence de ce principe. Rien ni personne n'a accès à ton jugement sans ton autorisation. La prochaine fois que quelque chose d'inattendu se produit, un rejet, un problème familial, une perte économique, respire et pose-toi la question. Cela est-il sous mon contrôle ou non? Si la réponse est non, ton devoir est de l'accepter. Non pas en tant que victime, mais en tant que stratège qui sait où investir sa force. Cette question devient une boussole morale qui t'épargne la souffrance et préserve ta dignité intacte. Accepter ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse pratique. C'est arrêter de frapper des murs qui ne vont pas bouger et commencer à construire des chemins où tu peux avancer. C'est lâcher le poids qui ne t'appartient pas pour marcher plus léger. C'est comprendre que tu n'auras pas toujours le pouvoir de changer le cours du vent, mais que tu auras toujours le pouvoir d'ajuster tes voiles. Quand tu maîtrises ce principe, la vie cesse de se sentir comme un ennemi imprévisible. Tu commences à voir les obstacles comme faisant partie du terrain et non comme des injustices personnelles. Tu découvres que le calme n'arrive pas quand tout va bien, mais quand tu comprends que même au milieu du désastre, tu restes maître de toi-même. 3. Révise ta journée avec honnêteté. Le monde est plein de personnes qui exigent des changements d'externe, mais n'osent jamais se regarder dans le miroir avec sincérité. Il est plus facile de blâmer le patron, le partenaire, le gouvernement ou la chance que d'admettre que souvent nous sommes nos pires saboteurs. Le stoïcisme propose une habitude qui dérange la plupart parce qu'elle dénude l'ego, l'examen quotidien de sa propre conduite. Il ne s'agit pas de se juger pour se punir,
mais de regarder avec courage les failles du caractère et de les polir avant qu'elles ne deviennent des ruines. Sénèque le faisait chaque nuit. Il fermait les yeux et se demandait « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je échoué? Qu'aurais-je pu faire mieux ?» Ce simple acte le maintenait alerte face à ses faiblesses et lui rappelait que la vertu n'est pas une destination, mais un exercice constant. C'est le véritable entraînement, se confronter à soi-même quand personne ne regarde. Réviser ta journée avec honnêteté, c'est défier le mensonge le plus dangereux qui existe, celui que tu te racontes pour te sentir à l'aise. Le mensonge qui justifie tes accès de colère, ton manque de discipline, tes paroles blessantes ou ta paresse. Il est facile de se présenter aux autres avec la façade d'être quelqu'un de fort et de rationnel. Il est difficile d'accepter que tu as peut-être perdu ton calme pour une bêtise, que tu as cédé à une habitude que tu as promis d'abandonner, que tu as parlé plus que tu n'as écouté. L'examen quotidien n'est pas une punition, c'est l'atelier où se forge le caractère. En révisant ta journée, tu ne cherches pas à t'humilier, tu cherches à te comprendre. Si tu te trompes sur qui tu es, tu ne sauras jamais ce que tu dois corriger. L'honnêteté est le bistouri qui coupe l'illusion pour exposer la vérité. Commence cette pratique à la fin de chaque journée. Assieds-toi en silence, loin des distractions. Demande-toi sans détour, ai-je vécu aujourd'hui comme la personne que je veux devenir? Ai-je agi avec vertu quand personne ne regardait? Ai-je laissé mes émotions dominer mes décisions? Ne cherche pas des réponses agréables, cherche des réponses réelles. Tu verras des schémas qui se répètent, les mêmes déclencheurs de colère, les mêmes excuses pour procrastiner, les mêmes peurs déguisées en prudence. C'est là que commence le changement. Chaque jour te donne une opportunité de polir l'homme ou la femme que tu seras demain. Le stoïcisme enseigne que celui qui n'examine pas sa vie vit en automatique. Et une vie automatique n'est pas libre, elle est réactive. Révise tes actions non pas pour vanter tes réussites, ni pour te lamenter sur tes erreurs, mais pour ajuster le cap. C'est ainsi que les petits écarts ne deviennent pas de grandes catastrophes. Au début, tu ressentiras de la résistance. Personne n'aime affronter ses ombres. Mais plus tu le fais, plus le poids devient léger, car tu cesses de vivre avec le fardeau de l'auto-tromperie. La sérénité grandit lorsque tu sais que même si le monde est en désordre, ton esprit et ton caractère se renforcent chaque nuit avec cette pratique. L'honnêteté envers toi-même est un acte de courage silencieux. Tu ne cherches pas l'approbation ni le pardon extérieur, tu cherches la cohérence qui naît de te regarder dans le miroir sans peur. Celui qui se révise chaque jour apprend à se corriger avant que la vie ne doive le faire avec des coups plus durs. Fais de cette habitude un rituel nocturne. Termine la journée en sachant ce que tu as bien fait pour le répéter et ce que tu dois corriger demain pour t'améliorer. Cette discipline ne se remarque pas immédiatement, mais avec le temps, elle te rendra plus fort, plus serein et plus maître de toi-même. Celui qui n'a pas peur de regarder ses défauts cesse d'être prisonnier d'eux. 4. Protège ta tranquillité intérieure. La véritable force ne se mesure pas par les muscles ni par la voix la plus forte dans la pièce. Elle se mesure par le calme que tu maintiens lorsque tout autour de toi crie le chaos. Tu peux avoir de l'argent, du pouvoir ou du savoir, mais si tu perds ton calme au premier revers, tu restes fragile. Le stoïcisme enseigne que la tranquillité intérieure n'est pas un luxe, c'est un devoir. C'est le mur invisible qui te sépare d'être emporté par les tempêtes externes. Nous vivons dans un monde qui cherche à te provoquer. Les nouvelles exagèrent les problèmes pour te maintenir en alerte. Les réseaux sociaux te submergent de comparaisons qui te volent la paix. Les gens proches déchargent parfois sur toi leur frustration. Si tu ne blindes pas ton intérieur, chaque petit stimulus sera suffisant pour te sortir de ton centre. Le calme n'est pas quelque chose qui apparaît magiquement. C'est un état qui se construit avec discipline et vigilance quotidienne. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons politiques et des pertes familiales, a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Par cela, il nous rappelait que peu importe combien l'environnement est turbulent, ce qui blesse ou renforce vraiment est ce que tu permets d'habiter en toi. Si tu laisses la colère, l'envie et la peur dominer tes pensées, peu importe ce que tu accomplis à l'extérieur, tu es déjà vaincu à l'intérieur.
Protéger ta tranquillité intérieure commence par reconnaître que tout ne mérite pas ta réaction. Chaque fois que tu réponds impulsivement à une provocation, tu cèdes ton pouvoir. Tous les commentaires n'ont pas besoin d'une réponse. Toutes les offenses ne méritent pas une blessure. Tous les problèmes n'exigent pas une tempête émotionnelle. Apprendre à ignorer ce qui ne construit pas est un art qui s'entraîne. Et chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'explosion, tu renforces ce calme. Ne confonds pas le calme avec la faiblesse. Être calme ne signifie pas permettre des abus ou taire les injustices. Cela signifie agir avec clarté, pas avec une colère aveugle. La colère brouille le jugement, le calme l'aiguise. C'est le guerrier qui évalue le terrain avant de progresser, pas celui qui charge contre l'ennemi à l'aveuglette. Pour cultiver ce calme, tu dois protéger les limites de ton esprit. Commence par réduire le bruit que tu laisses entrer. Moins de nouvelles qui cherchent seulement à te faire peur. Moins de réseaux qui te comparent à des vies irréelles. Moins de conversations qui ne font qu'alimenter la plainte et le commérage. Ce que tu consommes façonne ton état intérieur. Et tu ne peux pas exiger la sérénité si tu nourris ton esprit avec le chaos. Un autre aspect clé est d'apprendre à respirer avant de réagir. Cela peut sembler simple, mais c'est une arme puissante. Lorsque tu sens qu'une émotion forte te pousse à exploser, arrête-toi, respire profondément et rappelle-toi, cela ne mérite pas le contrôle de ma paix. Ce petit rituel de pause transforme les réactions impulsives en réponses conscientes. Protéger ton calme implique également d'avoir un espace interne pour te réfugier. Cela peut être un moment bref de méditation, une promenade en solitaire, un journal où tu vides ce qui te pèse. N'attends pas que le monde devienne paisible, crée un refuge en toi que personne ne peut envahir. La tranquillité intérieure est ton plus grand acte de rébellion dans un monde qui vit en constante agitation. C'est refuser que d'autres dictent ton état émotionnel. C'est le bouclier qui te maintient ferme lorsque l'environnement cherche à te briser. Celui qui protège sa tranquillité apprend qu'il n'y a pas de provocation externe capable de lui arracher sa dignité. Il peut tout perdre sauf le contrôle de son esprit. Et tant qu'il conserve cette force silencieuse, il ne sera jamais vraiment vaincu. 5. Ressentez la douleur, pas la blessure. La douleur est inévitable, mais la souffrance qui nous consume est souvent un choix silencieux. Tôt ou tard, la vie vous arrachera quelque chose, une relation, une opportunité, la santé, un être cher. Il n'y a pas de philosophie ou de croyance qui puisse vous libérer de cette expérience. Ce que vous pouvez décider, c'est si cette douleur sera une blessure ouverte qui saigne jour après jour, ou si elle sera simplement la marque que vous avez vécue, aimée et perdue, mais que vous êtes toujours debout. Les stoïciens n'ont jamais nié la douleur. Ils ne l'ont pas déguisée en phrases positives et n'ont pas essayé de l'ignorer. Ils savaient que la douleur, affrontée avec courage, est un maître. La blessure, en revanche, est la douleur transformée en ressentiment, en auto-apitoiement, en un poison qui se nourrit du passé. C'est la différence que vous devez apprendre à reconnaître. Ressentir le coup est humain. Vivre dans la blessure est une condamnation auto-imposée. Épictète l'a expliqué simplement. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Perdre quelque chose fait mal, mais insister pour recréer la perte tous les jours revient à se planter le même couteau encore et encore. La douleur vient et s'en va, la blessure reste parce que vous la maintenez. Lorsque vous faites face à une perte ou à un choc émotionnel, permettez-vous de le ressentir. Pleurez si nécessaire, admettez la tristesse, la colère, la peur. Cela ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. Ce que vous ne devez pas permettre, c'est que ces émotions deviennent votre identité. Vous n'êtes pas votre blessure. Vous êtes la personne qui choisit quoi faire avec elle. Pensez à un os qui se casse. La douleur est inévitable. Mais si vous continuez à presser la fracture et à refuser de la laisser guérir, vous prolongez la souffrance. Il en va de même pour l'âme. Si vous gardez la blessure ouverte avec des pensées du type « Pourquoi moi ?» ou « Ce n'est pas juste », elle ne cessera jamais de faire mal. Le premier pas vers la guérison est d'accepter que cela s'est produit, que vous ne pouvez pas l'annuler, et que votre tâche maintenant n'est pas de réécrire le passé, mais d'apprendre à porter sa leçon.
Le stoïcisme enseigne que chaque perte, chaque échec, chaque coup fait partie du destin que vous ne contrôlez pas, mais que vous pouvez décider comment l'intégrer à votre histoire. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la force. C'est regarder la cicatrice et dire « Cela ne me définit pas, mais cela m'a appris à être plus fort ». Lorsque vous ressentez de la douleur, ne fuyez pas. Si vous l'évitez, elle vous poursuivra sous d'autres formes, anxiété, colère, insomnie, vide. Affrontez-la avec la sérénité de celui qui sait qu'elle est transitoire. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette douleur pour grandir, au lieu de la laisser me couler? Chaque fois que vous parvenez à transformer un coup en leçon, la blessure perd de son pouvoir sur vous. N'oubliez pas non plus que ressentir de la douleur ne signifie pas se rendre à elle. L'accepter n'est pas la même chose que la consentir. C'est une décision consciente de ne pas lutter contre l'inévitable et de ne pas nourrir l'auto-apitoiement. La douleur est la visite qui arrive sans prévenir. La blessure est l'invité à qui vous donnez la permission de rester. Pratiquer ce principe vous libère de porter les fantômes du passé. Vous apprenez que les cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, mais des médailles silencieuses de résistance. Personne ne peut vivre sans ressentir de la douleur, mais n'importe qui peut choisir de ne pas devenir prisonnier de la blessure. Faites de cette idée une règle. Chaque fois que la vie vous frappe, autorisez la douleur, mais ne la nourrissez pas. Pleurez, respirez, acceptez, puis relevez-vous la tête haute. La blessure ne reste que si vous la maintenez. Lorsque vous cessez de la porter, vous découvrez que la douleur laisse place à la sagesse et à la tranquillité, qui ne naissent que d'avoir affronté la souffrance et d'avoir décidé de ne pas vous agenouiller devant elle. 6. Vis ce qui compte aujourd'hui. Chaque jour que tu passes à attendre le moment parfait est un jour perdu qui ne reviendra jamais. Tu te convaincs que demain il y aura plus de temps, plus d'énergie, plus de motivation, mais demain n'existe pas. Tu n'as que cet instant et tu le gaspilles en illusion. Le stoïcisme n'est pas un culte de l'avenir ni une nostalgie du passé, c'est une philosophie qui te frappe avec la vérité. Tout ce que tu possèdes, c'est le présent. Et si tu n'apprends pas à le vivre, tu ne vivras jamais vraiment. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler que tout ce que nous aimons est éphémère, que chaque personne que nous voyons pourrait ne pas être là demain, que même la respiration que nous prenons est un prêt que l'univers peut réclamer sans préavis. Cette conscience n'était pas du pessimisme, c'était le moteur qui le poussait à valoriser chaque rencontre, chaque mot, chaque décision. Nous sommes devenus experts dans le report de l'essentiel. Nous gardons des mots sincères pour un autre jour. Nous reportons des projets qui nous passionnent. Nous évitons des conversations qui pourraient changer des relations. Tout cela parce que nous croyons qu'il y a plus de temps. Il n'y en a pas. Chaque minute que tu laisses filer est une opportunité enterrée. Vivre ce qui compte aujourd'hui ne signifie pas se lancer dans l'imprudence ni abandonner l'avenir. Cela signifie cesser de vivre en pilote automatique. Demande-toi maintenant, combien d'heures de ta journée sont consacrées à des choses qui ne te rapprochent pas de ce que tu veux être? Combien de fois dis-tu oui à des engagements qui ne font que drainer ton énergie, tout en ignorant ce qui donne vraiment un sens à ta vie? Le stoïcien sait prioriser. Il comprend que la vie est courte et fragile. Il ne se permet donc pas de la gaspiller en rancune inutile, en personnes qui ne le valorisent pas ou dans la recherche incessante de l'approbation d'autrui. Valoriser le présent est un acte de rébellion contre la distraction constante et une déclaration de respect pour sa propre existence. Pour le pratiquer, chaque matin décide ce qui mérite ton temps et ce qui ne le mérite pas. Tu ne peux pas tout faire ni plaire à tout le monde, mais tu peux consacrer tes efforts à ce qui a vraiment du poids. Peut-être est-ce partager un moment réel avec quelqu'un que tu aimes, avancer vers un objectif personnel ou simplement te consacrer à ta paix intérieure. Cela implique aussi d'apprendre à lâcher ce qui n'ajoute rien. Arrête d'investir de l'énergie dans des disputes qui ne changeront rien, dans des lamentations qui ne rendront pas ce qui a été perdu, dans des critiques qui ne définissent pas ta valeur. La vie n'attend pas que tu finisses de te plaindre pour continuer son cours.
Vivre ce qui compte aujourd'hui, c'est accepter que le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée. Chaque décision que tu prends ou que tu reportes est un vote en faveur de ce qui compte vraiment ou en faveur du gaspillage. Fais de ce principe une règle quotidienne, ne reporte pas l'essentiel. Le moment d'agir, d'aimer, d'apprendre ou de corriger n'est pas demain, c'est maintenant. Quand tu vis avec cette urgence consciente, le présent cesse de se sentir comme une étape intermédiaire et devient le théâtre où ta vie se déroule vraiment. 7. Pratique la vertu sans témoin. La véritable mesure de ton caractère ne réside pas dans ce que tu fais quand tout le monde regarde, mais dans les décisions silencieuses que tu prends quand personne n'est là pour t'applaudir. Dans un monde obsédé par la mise en scène de chaque acte de bonté, chaque sacrifice, chaque réussite sur les réseaux sociaux, la vertu silencieuse est devenue un acte presque révolutionnaire. Le stoïcisme enseigne que la vertu perd son essence lorsqu'elle est faite pour être vue. Marc Aurèle était empereur, et pourtant il écrivait pour se rappeler que le pouvoir et les louanges étaient des distractions dangereuses. Il savait que les actes valeureux n'ont pas besoin de témoins. Ce qui compte, c'est si ta conscience est en paix avec ce que tu fais, même si personne ne le reconnaît. L'approbation externe est fragile, elle change avec l'opinion du jour. Le respect de soi est la seule chose qui reste. Pratiquer la vertu sans témoin signifie que tu aides même si tu ne reçois pas de gratitude, que tu tiens ta parole même si personne ne te le demande, que tu agis avec justice même si personne ne le remarque. C'est ne pas se laisser séduire par la reconnaissance et résister à la tentation de paraître vertueux plutôt que de la vivre. Demande-toi, ce que tu fais quand personne ne te voit, est-il digne de qui tu prétends être? Cette question est dérangeante, car elle révèle des incohérences que nous préférons ignorer. Peut-être que tu t'efforces de paraître patient en public, mais que tu exploses avec les tiens. Peut-être que tu parles de respect et de discipline, mais que tu te rends aux premières impulsions quand tu es seul. L'entraînement stoïcien ne cherche pas à produire des applaudissements, il cherche à forger la cohérence. Si tes actions changent en fonction de qui regarde, tu n'es pas maître de toi-même, tu es esclave des attentes. La véritable vertu est celle que tu pratiques même quand il n'y a pas de récompense immédiate, ni Dieu pour juger. Pour vivre ce principe, commence par des gestes simples. Sois honnête même dans les petites choses, comme ne pas profiter d'une situation simplement parce que personne ne le remarquera. Maintiens ta discipline même si personne ne te félicite. Sois gentil, sans attendre qu'on te rende l'appareil. Avec le temps, tu remarqueras que la satisfaction qui provient de ton propre respect est beaucoup plus profonde que n'importe quel éloge superficiel. Rappelle-toi que le stoïcien valorise plus l'intégrité que l'apparence. Vivre de cette façon peut te faire paraître indifférent aux louanges, mais en réalité, c'est libérateur. Quand tu n'as pas besoin d'être approuvé, tu arrêtes de vivre pour plaire aux autres et tu commences à vivre pour honorer ta propre conscience. Le monde moderne confond visibilité et valeur, mais le caractère solide se forge dans l'obscurité, où seul ton jugement est témoin. Chaque choix silencieux que tu fais est une brique dans la construction de ta forteresse intérieure. Fais de cette habitude une pratique quotidienne. Demande-toi à la fin de chaque journée si tu as agi selon tes principes, même quand personne ne regardait. Si la réponse est oui, tu as vécu avec cohérence. Sinon, tu sais où travailler demain. Pratiquer la vertu sans témoin est une façon de se rappeler que l'essentiel ne s'exhibe pas, il s'incarne. 8. Fais de la difficulté ton maître. La plupart maudissent les problèmes comme s'ils étaient des punitions, mais le stoïcisme les voit comme un terrain d'entraînement. Il n'y a pas de force qui se construit dans le confort. La difficulté est le ciseau qui sculpte le caractère, le feu qui durcit le métal, la friction qui polit la pierre. Ce qui te dérange aujourd'hui est en réalité l'endroit où ton esprit peut grandir. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action avance l'action ». Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cette idée rompt avec la pensée commune. Il ne s'agit pas d'attendre que les obstacles disparaissent, mais de les utiliser comme des marches. Chaque problème auquel tu fais face peut être une plainte de plus sur ta liste ou une leçon qui te rend plus résistant. Tu décides. Rappelle-toi,
Les moments qui t'ont le plus marqué n'étaient pas les plus faciles, mais ceux qui t'ont poussé à la limite. Le rejet qui t'a obligé à t'améliorer, l'échec qui t'a appris l'humilité, la perte qui t'a fait apprécier ce qui compte vraiment. Chaque coup qui semblait te détruire était en réalité un maître sévère qui te montrait de quoi tu es fait. L'erreur est de résister à l'apprentissage que la douleur apporte. Nous nous concentrons tellement sur le dommage que nous oublions de regarder la leçon. Le stoïcien ne se pose pas de questions inutiles comme « Pourquoi moi ?» Mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Cette simple différence de perspective transforme l'adversité en un entraînement précieux. Adopter cette mentalité ne signifie pas nier la souffrance. Accepte que ça fait mal, mais ne reste pas coincé dans la douleur. Demande-toi quelle compétence, quelle patience, quelle force tu peux développer grâce à ce que tu affrontes maintenant. Chaque fois que tu parviens à rester calme au milieu du chaos, tu affines ton tempérament. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu renforces ta volonté. Imagine que tu es un soldat qui s'entraîne sous la pluie, le froid et la boue. Si tu renies les conditions, tu ne t'améliores pas. Si tu comprends qu'elles font partie de ta préparation, tu reviens plus fort. C'est ainsi que fonctionne la vie. Il ne s'agit pas d'éviter les épreuves, mais de les affronter avec la certitude que chacune a un but, même si tu ne le vois pas immédiatement. Pour pratiquer ce principe, commence à noter les défis que tu as relevés dans la journée et écris ce qu'ils t'ont apporté. Cela peut être aussi simple que la patience que tu as gagnée dans une longue file d'attente ou l'autocontrôle que tu as exercé en retenant une réponse impulsive. Reconnaître l'apprentissage transforme chaque obstacle en une petite victoire. Quand tu décides que la difficulté est ton maître, tu arrêtes de craindre le changement, la perte, l'échec. Tu comprends que tout ce qui te dérange peut aussi te renforcer. La vie cesse d'être un champ de bataille injuste et devient une salle de sport où tu entraînes ton âme. Fais de cette habitude une attitude permanente. Chaque fois que quelque chose se met en travers de ton chemin, au lieu de demander « Pourquoi ?», dis « Pourquoi ?». Cette question ouvre la porte à la résilience et ferme l'entrée à la victimisation. Ainsi, tu transformes le poids de l'obstacle en l'élan qui t'élève. 9. Souviens-toi de la mort, priorise l'essentiel. Le rappel le plus inconfortable et en même temps le plus libérateur du stoïcisme est le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une pensée sombre pour te déprimer, c'est un appel brutal à la lucidité. Nous nous comportons comme si le temps était infini, comme si nous pouvions continuer à repousser des conversations importantes, des rêves en suspens, des actes d'amour ou des réconciliations. Mais la vérité est que chaque jour qui passe est un jour de moins, et prétendre que ce n'est pas le cas ne fait que nous le faire gaspiller. Marc Aurèle écrivait sur la brièveté de la vie pour ne pas oublier que demain n'est jamais garanti. Cette conscience le gardait humble, concentré et présent. Épictète le comprenait de la même manière. La mort n'est pas une tragédie, c'est un fait inévitable qui nous rappelle combien il est urgent de vivre avec un but. Le problème est que nous évitons de penser à la mort parce qu'elle nous dérange. Nous nous distrayons avec des futilités, nous donnons de l'importance à des discussions absurdes, nous nourrissons des ressentiments comme si nous étions éternels. Quand quelqu'un de proche meurt, c'est alors que la réalité nous frappe. Tout aurait pu se terminer hier, et pourtant nous choisissons de vivre comme si ce n'était pas le cas. Se souvenir de la mort est un acte de clarté, pas de peur. Chaque fois que tu sens que tu perds du temps dans des choses qui ne comptent pas, rappelle-toi, je ne serai pas ici pour toujours. Cette phrase, loin de te couler, te réveille. Elle te force à lâcher ce qui n'a pas d'importance. La rancœur que tu portes depuis des années, les opinions des autres qui ne cesseront jamais de changer, la course inutile pour paraître devant les autres. Pratiquer le memento mori ne signifie pas vivre dans l'anxiété en pensant à la fin. Cela signifie utiliser la connaissance de notre finitude comme une boussole pour décider ce qui mérite notre attention. Est-ce vraiment la peine de se disputer pour des futilités ? A-t-il un sens de sacrifier la paix intérieure pour poursuivre des choses qui ne nous remplissent pas ? Quels mots en suspens ne devrais-tu plus garder ? Le stoïcien qui se souvient de la mort ne gaspille pas son temps dans ce qui ne transcende pas.
Il consacre son énergie à cultiver des relations authentiques, à agir avec intégrité, à apprendre, à servir, à prendre soin de son esprit et de son caractère. Chaque jour vécu avec cette conscience se sent plus complet parce que tu sais qu'il est unique. Pour appliquer ce principe, crée une habitude simple. Chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, pense à la fragilité du temps. Non pas comme un fardeau, mais comme une motivation pour prioriser ce qui compte vraiment pour toi. Utilise cette idée pour dire ce que tu repousses, pardonner ce qui fait mal et poursuivre ce qui te donne un sens. Le memento mori n'est pas une ombre qui te poursuit. C'est un phare qui éclaire le chemin vers l'essentiel. Quand tu vis avec cette certitude, les problèmes perdent leur dramatisme, les priorités se clarifient et ton présent prend une valeur que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Ce souvenir de la mort ne te retire pas la vie. Elle te la rend entière, concentrée sur ce qui compte vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens essaient d'organiser leur vie en changeant ce qui est à l'extérieur, le travail, les gens, la ville, les horaires. Mais le chaos ne disparaît pas en changeant de lieu, car le désordre ne vit pas dans l'environnement, il vit à l'intérieur. Tu peux avoir l'agenda le plus structuré et te sentir encore perdu. Tu peux nettoyer ta maison 1000 fois et continuer à ressentir le désordre dans ton âme. Le véritable ordre commence lorsque tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et que tu commences à t'écouter. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être en paix, mais que tu as besoin d'être en paix pour que tout commence à s'organiser. Ce processus n'est ni joli ni rapide. C'est une reconstruction silencieuse qui exige de te confronter à toi-même, à ce que tu as remis à plus tard, à ce que tu prétends ne pas voir. Et c'est là que la plupart abandonnent. Parce que mettre de l'ordre dans sa vie n'est pas une question d'esthétique mais de caractère. Cela implique de te dire la vérité même si ça fait mal. Cela implique de lâcher des personnes, des habitudes, des pensées et des excuses qui soutiennent ton désordre. Il n'y a pas moyen d'avoir de la clarté si ton esprit est saturé. Il n'y a pas de calme si ton corps est épuisé. Il n'y a pas de cohérence si tes émotions dominent plus que ta raison. L'ordre intérieur n'est pas atteint lorsque tout s'emboîte, mais lorsque tu apprends à te soutenir, même lorsque rien ne le fait. Cette vidéo ne cherche pas à te dire ce que tu sais déjà, mais à te rappeler ce que tu as oublié, que le pouvoir de mettre ta vie en équilibre commence par toi, pas à l'extérieur, pas demain, ici et maintenant. Parce que celui qui parvient à se maîtriser n'a plus besoin de contrôler quoi que ce soit d'autre. 1. Maîtrise ton attention. Ton attention est le champ de bataille où se décide ton destin. Tout ce que tu es, fais ou ressens dépend de la direction vers laquelle tu la diriges. Et si tu ne la contrôles pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Aujourd'hui, nous vivons une guerre silencieuse pour ton attention. Notifications, distractions, comparaisons et stimuli qui te dérobent du présent. La plupart ne pensent plus, ils réagissent simplement. Ils courent, mais ne savent pas vers où. Ils parlent, mais ne s'écoutent pas. Ils veulent tout, mais ne se concentrent sur rien. Et c'est là le véritable chaos. Non pas dans le monde, mais dans l'esprit dispersé qui tente de tout englober sans rien comprendre. Maîtriser ton attention ne signifie pas vivre isolé, mais apprendre à choisir à quoi tu donnes de l'énergie et à quoi tu n'en donnes pas. Car chaque pensée que tu nourris devient une graine qui grandira en toi. Veux-tu vraiment que ton esprit soit un jardin plein de bruit, de culpabilité et d'anxiété? L'attention est le filtre qui décide de ce qui reste en toi. C'est pourquoi tu dois la former comme un muscle. Éteins le bruit extérieur. Observe tes pensées sans te laisser emporter par elles. Et chaque fois que tu te surprends à être distrait, reviens au présent. Reviens à toi. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut te dominer si tu apprends à maîtriser ton esprit.
Marc Aurèle le savait lorsqu'il écrivait que « la vie est ce que pensent tes pensées ». Cette phrase résume une vérité brutale. Ta réalité dépend de ce que tu choisis de regarder. Si tu concentres ton attention sur ce que tu ne contrôles pas, tu vivras frustré. Si tu la diriges vers l'essentiel, tu commenceras à voir clairement. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'apprendre à rester lucide en son sein. Chaque fois que tu te sens perdu, arrête-toi, respire, demande-toi « Sur quoi est-ce que je concentre mon énergie maintenant ?» Cette simple question peut changer ta journée. L'esprit ne se met pas en ordre en répétant de jolies phrases, mais en prenant le contrôle de l'attention. Parce que lorsque ton attention se fragmente, ta force se disperse. Mais quand tu la centres, tout le reste commence à s'aligner. Commence par de petites choses. Laisse ton téléphone pendant que tu manges. Écoute sans penser à ce que tu vas répondre. Consacre des minutes au silence, sans chercher de stimuli. Cet entraînement quotidien est ce qui crée un esprit discipliné. Parce que l'attention n'est pas gagnée par la force, mais par la présence. Et celui qui apprend à être présent devient invincible. La plupart se plaignent de ne pas avoir de temps, mais en réalité, ce qui leur manque n'est pas le temps, c'est le focus. Ils n'ont pas besoin de plus d'heures, ils ont besoin de plus de conscience. La vie ne s'échappe pas par les secondes qui passent, mais par les pensées qui vagabondent sans contrôle. Maîtriser ton attention, c'est reprendre le contrôle de ton esprit. C'est décider ce qui mérite de rester et ce qui doit partir. Quand ton attention est ferme, ton intérieur s'ordonne. Et quand ton intérieur s'ordonne, tout le reste commence à se mettre en place. C'est là le véritable pouvoir. Non pas celui de contrôler ce qui t'entoure, mais celui de contrôler ce à quoi tu décides de penser. Parce que celui qui maîtrise son attention, maîtrise son monde. 2. Honore ton corps. Ton corps n'est pas un accessoire, c'est le temple où réside ton esprit, tes émotions et ton but. Pourtant, la plupart des gens le traitent comme un instrument jetable. Ils le surchargent, le poussent, l'ignorent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent constamment fatigués, sans énergie, sans clarté. Tu ne peux pas construire une vie ordonnée si la base qui la soutient est affaiblie. Tu ne peux pas aspirer à la tranquillité lorsque tu dors peu, que tu manges mal ou que tu pousses ton corps à ses limites tous les jours. Le corps est le reflet silencieux du respect que tu as pour toi-même. Et quand tu l'honores, tout en toi commence à s'aligner. Il ne s'agit pas d'avoir le corps parfait, mais d'avoir un corps présent. Un corps que tu écoutes, que tu prends soin et que tu comprends. Chaque douleur physique est un message que tu as ignoré. Chaque tension musculaire est une émotion non traitée. Chaque fatigue constante est un signe que tu demandes plus que tu ne donnes. Et pourtant, nous continuons à anesthésier le corps avec un excès de travail, d'écran et de distraction, comme s'il était immortel. Mais le corps se souvient de ce que l'esprit oublie. L'honorer signifie lui rendre la connexion que tu as perdue avec l'essentiel. Sortir marcher sans écouteurs. Dormir suffisamment sans se sentir coupable. Manger sans punition ni excès. Respirer profondément et être reconnaissant d'être en vie. Cela semble simple, mais c'est ce que le stoïcisme appelait « vivre selon la nature ». Ne pas lutter contre le rythme de la vie, mais se synchroniser avec lui. La sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres, mais dans ta respiration, ton pouls, ta capacité à être ici. Le corps est aussi ton thermomètre émotionnel. Quand tu es anxieux, tu respires vite. Quand tu as peur, il se tend. Quand tu nies ce que tu ressens, il tombe malade. Tu ne peux pas séparer l'esprit et le corps, car ils sont un seul système. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur la tempérance, l'équilibre qui émerge lorsque tu comprends que le plaisir n'est pas l'ennemi du contrôle, ni le repos, un obstacle à la discipline. Un corps reposé pense mieux, réagit mieux et ressent plus clairement. Chaque décision que tu prends se reflète dans ton corps. La paresse se voit, l'excès se voit, le manque d'auto-soin se voit aussi. Mais quand tu commences à traiter ton corps comme un allié, pas comme un outil, quelque chose change. Ton énergie devient stable, tes pensées plus claires et ton humeur plus forte. Tu n'as pas besoin d'une routine parfaite, juste de la cohérence. Dormir tôt, manger avec intention, bouger tous les jours, libérer le stress accumulé.
Ces actes, bien qu'ils semblent petits, sont des déclarations de respect envers toi-même. Marc Aurèle a écrit « L'esprit a besoin du corps autant que le corps a besoin de l'esprit. Ils se soutiennent mutuellement, et si l'un tombe, l'autre le suit. » C'est pourquoi, si tu veux de la clarté mentale, commence par prendre soin de l'endroit où réside ton esprit. Et il ne s'agit pas de vanité, mais de responsabilité. Chaque jour où tu prends soin de ton corps, tu renforces un message. Mon bien-être est une priorité. Cette simple pensée t'ordonne de l'intérieur. Imagine ton corps comme une boussole. Si tu l'écoutes, il te dira quand t'arrêter, quand avancer, quand te reposer. Mais si tu l'ignores, tu te perdras dans la fatigue et le désordre. Il n'y a pas de croissance possible dans un corps épuisé. L'équilibre n'est pas atteint en niant tes limites, mais en les respectant. Et ce respect, jour après jour, est ce qui construit une forteresse silencieuse. Honorer ton corps n'est pas un acte physique, c'est un acte spirituel. C'est te rappeler que la discipline n'est pas une punition, mais un amour pour toi-même. 3. Réponds avec calme. Le véritable contrôle ne se démontre pas en parlant plus fort, mais en gardant son calme lorsque tout le monde perd le sien. Dans un monde où les gens réagissent impulsivement, répondre avec sérénité est devenu un acte de pouvoir. La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ils ne pensent pas, ils réagissent simplement. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil ou le besoin d'avoir raison. Mais celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise le cours de sa vie. Répondre avec calme n'est pas une faiblesse. C'est la force à l'état pur. Il faut plus de force pour contenir un mot blessant que pour le lancer. Il faut plus de sagesse pour se taire à temps que pour laisser l'ego vous faire parler trop. Le calme ne s'hérite pas, il se travaille. Et il se travaille au quotidien. Quand quelqu'un vous provoque, quand les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, quand vous ressentez la pression d'exploser, mais que vous choisissez de respirer au lieu de réagir. Là, dans ces secondes de lucidité, se trouve la différence entre détruire et construire. Les stoïciens le savaient bien. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Et c'est là la racine de tout. Vous ne contrôlez pas les actes des autres, mais vous contrôlez l'interprétation que vous en faites. Si vous permettez à chaque mot étranger de voler votre paix, vous donnez le pouvoir le plus précieux que vous avez, votre équilibre intérieur. Ce n'est pas le monde qui vous perturbe, ce sont vos jugements. Changez votre perception et votre réaction changera. Quand vous réagissez sans réfléchir, vous donnez le contrôle. Vous devenez esclave de vos émotions. Mais quand vous répondez avec calme, vous envoyez un message à votre esprit « Je décide ». C'est l'essence de l'ordre intérieur. Ce n'est pas vivre sans émotion, mais apprendre à les diriger. La colère, la peur, la frustration, toutes peuvent être utiles si vous les utilisez avec sagesse. Le problème n'est pas de ressentir, le problème est de se perdre dans ce que l'on ressent. Le calme n'arrive pas par magie, il arrive par la pratique. Commencez par observer votre corps lorsque quelque chose vous dérange. Le pouls s'accélère, les muscles se tendent, la respiration s'agite. C'est votre avertissement. Là, vous devez vous arrêter, inhaler et vous rappeler que le silence peut être une réponse plus puissante que n'importe quel argument. Vous n'avez rien à prouver. La paix intérieure se fait sentir sans mots. Répondez avec calme même lorsque vous avez raison, car la raison sans sérénité perd de sa valeur. Et souvenez-vous de ceci, les personnes qui cherchent à vous provoquer ne veulent pas votre vérité, elles veulent votre réaction. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Votre silence dérange plus que votre colère. Votre composture déroute plus que votre cri. Et lorsque vous apprenez à garder votre calme au milieu du chaos, vous devenez quelqu'un d'impossible à manipuler. La prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, ne cherchez pas à gagner la discussion. Cherchez à gagner votre équilibre. Ne laissez pas une émotion momentanée ruiner votre journée, votre dignité ou votre but. Gardez votre calme même lorsque l'environnement est une tempête. Car celui qui peut rester debout dans le chaos a appris l'art de se maîtriser. Le calme n'est pas l'absence de feu, c'est savoir le contenir sans se brûler. C'est regarder la provocation en face et choisir de ne pas se perdre dedans.
C'est comprendre que chaque réaction est une décision qui définit qui vous êtes. Et si vous parvenez à répondre avec calme, votre vie entière commencera à s'organiser de l'intérieur. Car celui qui a le contrôle sur sa réaction a déjà gagné la bataille la plus importante, celle de lui-même. 4. Commence aujourd'hui. Le moment parfait n'existe pas, et celui qui continue à l'attendre a déjà perdu trop de temps. La plupart des gens vivent en planifiant, en rêvant ou en promettant, mais peu agissent. Ils veulent avoir la clarté avant de bouger, mais la clarté n'arrive pas sans mouvement. Ils veulent ressentir de la motivation, mais la motivation naît de l'impulsion initiale, elle ne la précède pas. La vérité est simple. Soit tu commences aujourd'hui, soit tu continues à répéter les mêmes excuses, déguisées en prudence. Chaque jour que tu repousses ce que tu sais que tu dois faire, tu renforces une idée silencieuse dans ton esprit, que tu ne te fais pas confiance. Et pendant que tu attends le moment approprié, la vie continue à avancer sans demander la permission. Tout ce que tu ne fais pas aujourd'hui devient le poids qui te coulera demain. Les personnes qui réussissent à mettre de l'ordre dans leur vie ne sont pas celles qui ont tout planifié. Ce sont celles qui prennent des décisions petites, fermes et quotidiennes, sans dépendre du climat émotionnel du jour. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne contrôles pas demain, seulement le présent. Marc Aurèle écrivait que le temps d'agir est maintenant, parce que le futur n'existe pas au-delà de l'esprit. Penser trop à quand commencer est une autre façon d'éviter de le faire. Et chaque « je commence demain » est une brique dans le mur de la procrastination. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence avant de te sentir prêt. Commence avec ce que tu as, où tu es, comme tu peux. Tu n'as pas besoin que tout soit en ordre pour faire le premier pas. Le premier pas est précisément ce qui commence à tout ordonner. La peur ne disparaît pas avec la réflexion, elle disparaît avec l'action. La confiance ne se trouve pas dans les livres, elle se construit en marchant. Personne n'atteint le sommet en analysant la carte éternellement, mais en avançant avec détermination. Tu n'as pas à le faire parfaitement, tu as juste à le faire. Chaque jour que tu gaspilles, quelqu'un d'autre avance. Non pas parce qu'il est plus capable, mais parce qu'il a eu le courage de commencer. Ne confonds pas mouvement avec progrès. Il ne s'agit pas d'être occupé, mais de faire ce qui compte vraiment. Lève-toi tôt, vérifie tes priorités, élimine les distractions et agis. Même si c'est un petit pas, un progrès minime. Parce que ce qui est petit et répété avec constance devient grand. Commence aujourd'hui à ordonner ton espace, ton esprit, ta routine. Arrête de dire plus tard et dis maintenant. Ce mot change ton énergie. Change ton focus. Change ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un simple début. Lire 10 pages, faire de l'exercice pendant 20 minutes, écrire tes idées, éteindre ton téléphone pendant 1 heure. Ce sont des actes minuscules qui brisent l'inertie. Et briser l'inertie est la moitié de la victoire. Le jour où tu décides de commencer, quelque chose en toi s'éveille. Tu n'es plus la victime de tes pensées. Tu deviens le créateur de tes résultats. Peu importe si tu échoues, l'important est de ne pas t'arrêter. L'erreur enseigne plus que l'attente. Personne n'apprend à maîtriser sa vie en observant, mais en expérimentant. Alors commence aujourd'hui. Non pas parce que tout est clair, mais précisément parce que ce n'est pas le cas. Commence même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu te trompes, parce que chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de la version de toi qui ne renonce plus. Cette version disciplinée, sereine et ferme qui sait que l'ordre intérieur ne se trouve pas en pensant, mais en agissant. Il n'y a pas de demain pour celui qui a la clarté aujourd'hui, et il n'y a pas de destin pour celui qui n'ose pas avancer. Commence aujourd'hui, même si le chemin n'est pas défini, parce que si tu continues à attendre le moment parfait, ce moment sera ton excuse pour ne pas vivre. 5. Lâche ce qui pèse. Tu ne peux pas avancer si tu marches en portant ce que tu aurais déjà dû laisser derrière toi. La vie ne se désorganise pas par manque de temps, mais par excès de poids émotionnel. Les gens, les culpabilités, les ressentiments, les attentes, les peurs, tout cela que tu gardes en toi t'empêche de bouger librement. Tu veux construire une nouvelle vie, mais tu continues à habiter l'ancienne dans ton esprit. Le véritable ordre n'est pas atteint en accumulant plus, mais en lâchant ce qui est inutile.
La plupart s'accrochent à ce qui leur fait mal parce qu'ils confondent lâcher prise avec perdre. Mais lâcher prise n'est pas abandonner, c'est libérer de l'espace pour que du nouveau puisse entrer. S'accrocher au passé ne te donne pas de stabilité, ça te donne des chaînes. Et plus tu serres, plus tu t'épuises. L'esprit saturé ne peut pas penser clairement. C'est pourquoi, quand tout te semble confus, tu n'as pas besoin d'ajouter plus. Tu as besoin de retirer. Retirer les pensées qui ne te servent pas. Retirer les personnes qui te diminuent. Retirer les soucis que tu ne peux pas résoudre. Les stoïciens comprenaient que la souffrance naît du désir de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Épictète l'expliquait crûment. Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles se passent comme elles doivent. Et ta vie sera sereine. C'est là l'essence de lâcher prise. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'accepter. Accepter qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme tu l'espérais, que certaines personnes ne sont pas restées et que certains chemins n'étaient pas pour toi. Résister à cette vérité est ce qui te maintient coincé dans un cycle sans avancement. Lâche la nécessité de tout comprendre. Tout n'a pas une explication, mais tout laisse une leçon. Lâche l'idée que tu as besoin de clore chaque histoire avec des mots. Parfois, la clôture est le silence. Parfois, la paix arrive quand tu arrêtes de chercher des réponses et que tu commences à construire à partir de ce que tu as. La vie se met en ordre quand tu arrêtes d'essayer de changer ce qui est déjà passé et que tu commences à prendre soin de ce qui se passe maintenant. Chaque chose que tu lâches est une victoire sur ton ego, parce que l'ego veut avoir raison, contrôler, prouver. Mais l'âme veut juste se reposer. Et il n'y a pas de repos possible quand tu vis en revoyant des blessures ou en attendant des excuses qui ne viendront jamais. La liberté intérieure commence quand tu choisis ta paix au-dessus de ton orgueil. Quand tu décides que tu ne vas plus te battre pour ce qui ne fait que t'épuiser. Lâche aussi la version de toi qui s'est habituée au chaos. Cette partie qui confond le drame avec l'intensité et la souffrance avec l'amour. Tu n'es pas cette personne qui réagit par impulsion ou qui s'accroche par peur d'être seul. Tu es celui qui peut choisir de lâcher prise sans rancune, de marcher sans regarder en arrière et de construire sans attendre d'approbation. L'acte de lâcher prise n'est pas vide, c'est du pouvoir. Fais un nettoyage émotionnel. Tout comme tu ranges ta maison, range ton esprit. Examine quelles pensées te volent de l'énergie. Quels souvenirs t'empêchent d'avancer. Quels liens ne vibrent plus avec toi? Et laisse-les partir. Tu n'as pas besoin de fermer toutes les portes avec du bruit. Parfois, il suffit de s'éloigner en silence, en remerciant pour ce que l'on a appris. Chaque chose que tu lâches laisse de la place pour l'essentiel, le calme, la clarté, l'authenticité. Tu ne peux pas être libre si tu es plein de choses qui n'appartiennent plus à ce moment. Et tu ne peux pas trouver d'ordre si tu continues à soutenir ce qui est déjà terminé. Lâche ce qui pèse, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Ce qui part laisse de la place pour ce qui vient. Et quand tu te libères enfin de ce qui te retenait, tu découvres quelque chose qui a toujours été là. L'ordre intérieur ne se crée pas en accumulant. Il se révèle quand tu apprends à lâcher prise. 6. Embrasse la solitude. La solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité que peu savent saisir. La plupart des gens en ont peur parce qu'ils ne supportent pas de s'écouter eux-mêmes. Ils préfèrent se remplir de bruit, de distractions et de compagnie vide plutôt que de faire face à leur propre silence. Mais celui qui ne sait pas être seul ne saura jamais être en paix avec personne. La solitude ne te prend rien. Elle te rend tout ce que tu avais donné sans t'en rendre compte. Ton attention, ton énergie, ton centre. Le monde moderne te fait croire que la plénitude dépend d'être entouré, d'être vu, d'appartenir. Mais la vérité est que beaucoup sont accompagnés et se sentent pourtant vides. Non pas parce qu'ils manquent des personnes, mais parce qu'ils se sont déconnectés d'eux-mêmes. La solitude est le terrain où fleurit la clarté. C'est dans ces moments sans distraction que tu commences à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est bruit. Marc Aurèle trouvait en la solitude sa plus grande force. Malgré la direction d'un empire, il écrivait chaque nuit pour lui-même, pas pour le monde. Il comprenait que l'ordre intérieur se construit lorsque tu oses te regarder sans filtre,
sans masque, sans public. Et cela, aujourd'hui, est devenu un acte presque révolutionnaire. Les gens fuient leur esprit comme s'il était un ennemi, alors qu'en réalité c'est l'endroit où ils peuvent trouver la direction qu'ils cherchent tant à l'extérieur. Embrasser la solitude ne signifie pas s'isoler du monde, mais apprendre à exister sans en dépendre. C'est reconnaître que ta valeur ne diminue pas quand personne ne t'applaudit, et que ton but n'a pas besoin de témoins pour être réel. Dans cet espace silencieux, tu commences à éliminer ce qui est superflu, à guérir les blessures, à ordonner tes pensées. L'esprit cesse de courir après tout quand il comprend qu'il n'a besoin de rien de plus que de présence. Être seul révèle aussi des vérités que le bruit cache. Tu découvres qui tu es vraiment quand personne ne te regarde. Tu te rends compte de ce que tu fais par conviction et de ce que tu faisais par habitude ou pour obtenir l'approbation. La solitude est inconfortable au début parce qu'elle te dénude de ce que tu prétendais être. Mais ensuite, quand tu t'habitues à son calme, elle devient une compagnie inébranlable. Le stoïcisme enseigne que le sage n'a pas peur d'être seul, parce que sa force ne vient pas de son environnement, mais de son esprit discipliné. Celui qui peut rester en silence sans se sentir vide a maîtrisé l'un des plus grands défis de l'être humain: se supporter et se réjouir en même temps. Et cette maîtrise ne s'obtient pas avec des théories, elle s'obtient avec la pratique. Éteins le téléphone, assieds-toi avec toi-même, écoute ce que tu as évité pendant longtemps. Il n'y a pas d'acte de pouvoir plus grand que de se connaître soi-même sans peur. Embrasser la solitude ne signifie pas se retirer du monde, mais revenir à soi. C'est retrouver cette voix intérieure qui s'était perdue entre les obligations, les opinions et le bruit numérique. C'est construire une vie qui n'a pas besoin de fuir d'elle-même. La solitude bien comprise ne fait pas mal. Elle libère, elle n'isole pas, elle purifie. L'ordre intérieur naît lorsque tu cesses de chercher refuge chez les autres et que tu commences à le construire en toi. Là, dans ce silence où personne ne te distrait, tu découvres ce qui compte vraiment. Et quand tu arrives à te sentir complet en solitude, aucune perte ne te fait tomber, aucun abandon ne te brise. Parce que tu ne cherches plus à combler des vides, mais à partager l'abondance. C'est ça la véritable liberté. Être avec toi et sentir qu'il ne manque rien. 7. Valide ta valeur. Attendre que les autres te reconnaissent est la façon la plus lente de te détruire. La validation externe est une drogue déguisée en approbation. Au début, elle te soulève, mais ensuite elle te rend dépendant. Quand ta valeur dépend du regard des autres, tu deviens un reflet des attentes des autres. Tu vis en essayant de plaire, de t'intégrer, d'être suffisant selon des normes qui n'ont jamais été les tiennes. Et ainsi, petit à petit, tu te perds. Te valider n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'applaudissements pour savoir que tu fais bien les choses. C'est regarder tes propres progrès sans les comparer à ceux des autres. C'est reconnaître que tu as de la valeur même quand tu ne produis pas, que tu es suffisant même quand tu ne brilles pas. La plupart des gens cherchent l'approbation parce qu'ils ne savent pas être en paix avec leur propre silence. Mais la reconnaissance la plus puissante est celle qui vient quand tu fais ce qui est juste même si personne ne le remarque. Le stoïcisme enseignait que la valeur de l'homme ne se mesure pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il peut perdre sans se briser. Sénèque disait « L'homme sage se suffit à lui-même, bien qu'il ait besoin d'amis ». Cette phrase est une leçon d'équilibre. Il ne s'agit pas de te fermer au monde, mais de ne pas devenir son esclave émotionnel. La validation externe peut être un compliment, mais elle ne doit jamais être une exigence. Chaque fois que tu cherches à ce que quelqu'un te confirme, tu cèdes du pouvoir. C'est comme si tu disais « Ma valeur dépend de ton approbation ». Et à ce moment-là, tu te déconnectes de toi-même. Les gens changent, la reconnaissance change, mais ton essence ne devrait pas le faire. Ce que les gens pensent de toi ne définit pas qui tu es. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, ça le fait. Commence à te valider par des actes, pas avec de jolis mots, mais avec de la cohérence. Tiens tes promesses, respecte tes limites, reconnais tes progrès même s'ils sont petits. Si tu arrives à tenir parole, ton esprit commencera à avoir confiance en toi.
Et quand tu as confiance en toi, tu n'as plus besoin que personne d'autre le fasse. L'autoconfiance ne se construit pas avec des affirmations vides, mais avec des actions réelles. La plupart des gens cherchent à être admirés quand ce dont ils ont besoin est d'être intègres. Ne cherche pas à impressionner, cherche à rester ferme dans tes principes. Ne te définis pas par les résultats, mais par l'effort que tu mets chaque jour. Parce que la valeur n'est pas dans ce que tu accomplis, mais dans ce que tu résistes sans abandonner. Il y aura des jours où personne ne reconnaîtra ce que tu fais. Personne ne verra tes efforts, tes nuits blanches, tes batailles internes. Et c'est là que tu as le plus besoin de te valider. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu continues d'essayer. Reconnais-toi pour ta constance, ton courage, ta capacité à continuer même quand il n'y a pas de témoin. Valide ta valeur sans te comparer. Chaque vie a son rythme, chaque personne a son processus. Tu n'as pas besoin de te démarquer, tu as besoin d'être fidèle à toi-même. Quand tu apprends à te valoriser de l'intérieur, tu arrêtes de poursuivre le superficiel. Tu n'as plus besoin que le monde te voie, parce que tu te vois déjà. Et quand cela arrive, tu retrouves la liberté que tu as perdue en dépendant du jugement des autres. Valide ta valeur aujourd'hui, sans demander la permission. Parce que celui qui apprend à se reconnaître arrête de mendier l'amour et commence à construire le respect. 8. Choisis le progrès. Le perfectionnisme est le piège le plus élégant de l'autosabotage. Il te fait croire que tu n'es pas prêt, qu'il manque encore quelque chose, que tu pourrais faire mieux. Et pendant que tu attends cette version idéale de toi, la vie passe. La quête de la perfection paralyse plus de rêves que l'échec. C'est pourquoi celui qui désire un ordre intérieur doit toujours choisir le progrès sur la perfection. Parce que grandir ne consiste pas à le faire impeccablement, mais à le rendre possible. Le progrès est mouvement, et le mouvement est vie. L'opposé du chaos n'est pas le contrôle, c'est l'avancement constant. Mais la plupart se bloquent parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils craignent de faire un pas imparfait, ils craignent d'être jugés, ils craignent de ne pas faire comme les autres attendent. Cette mentalité les enferme dans un cercle où ils ne font rien, mais le justifient par des excuses. Celui qui attend la perfection n'évolue pas, il se flétrit. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'est pas de tout faire bien, mais de le faire avec intention. Marc Aurèle l'a exprimé sans fioriture. Fais ce que la nature te demande maintenant. C'est-à-dire, agis. Non pas quand tout sera aligné, mais quand ce sera le moment. Et le moment est toujours maintenant. Chaque jour est une occasion de s'améliorer, même un peu. Chaque décision est une possibilité de croissance. Mais si tu exiges la perfection, tu finis par te punir pour avancer lentement. Et avancer lentement est toujours avancer. Choisis le progrès comme philosophie de vie. Lève-toi et fais même si tu n'en as pas envie. Apprends même si tu ne comprends pas tout. Demande pardon même si ton orgueil résiste. Corrige tes erreurs sans avoir honte de les avoir commises. Le progrès se construit avec humilité, pas avec ego. Personne ne grandit en prétendant être invincible. Arrête de mesurer ta croissance avec la règle des autres. Ce qui pour l'un est un petit pas, pour toi peut être une révolution. L'important n'est pas la vitesse, mais la direction. Si chaque jour tu es un peu plus conscient, plus patient, plus discipliné, alors tu avances. Ne cherche pas de grands sauts, cherche des pas fermes. La constance silencieuse l'emporte sur l'impulsion du moment. Le perfectionnisme tue aussi la joie. Celui qui ne se permet pas de profiter du processus vit frustré. Il attend le résultat final pour se sentir satisfait, mais quand il arrive, il pense déjà à la suite. Ce n'est jamais suffisant. En revanche, celui qui choisit le progrès célèbre les petites victoires. Il est reconnaissant pour l'effort quotidien, se sent en paix avec ce qu'il fait et fait confiance au rythme naturel de la vie. Ce type de personne n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il sait que le véritable succès réside dans la continuité, pas dans le spectacle. La discipline, la concentration et la patience sont les fondements du progrès. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, tu as besoin de le faire tous les jours. Même si c'est peu, mais constant. Même si personne ne le voit, mais que tu le sais. L'esprit se renforce dans la répétition et l'âme trouve la paix dans la cohérence.
L'ordre intérieur surgit lorsque tu arrêtes d'exiger la perfection et que tu commences à valoriser l'avancement quotidien. Choisis le progrès même lorsque tu te sens perdu, parce que bouger, même lentement, te maintient en vie. Parce qu'essayer, même si tu échoues, te maintient éveillé. Et parce qu'à chaque fois que tu choisis d'avancer, tu dis à la vie, « Je ne renonce pas, cette décision est du pur pouvoir. » Choisis le progrès sur l'orgueil, sur la comparaison, sur le doute. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. La perfection cherche l'approbation, le progrès cherche l'évolution. Et celui qui choisit d'évoluer chaque jour, même un peu, finit par atteindre une paix que les perfectionnistes ne connaîtront jamais. Parce que l'ordre n'est pas atteint lorsque tout est impeccable, mais lorsque tu choisis de continuer à avancer, même lorsque rien ne l'est. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.